Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous remercions le professeur Montagnier, Nobel de médecine et de biologie, et toute son équipe. Nous saluons son humilité et sa disponibilité. Nous remercions Madame Anne de Constantin, présidente de la Fondation Denis Guichard, co-organisatrice de cet événement. Nous remercions les éminents chercheurs ici présents, de même que les membres du corps diplomatique, les oulémas, les membres du clergé. Nous remercions vivement toute l'intelligentsia qui a bien voulu se joindre à nous. Merci. Pour moi, c'est un immense bonheur de vous voir tous ici, venus d'horizons différents, écouter la vision nouvelle de ce qui nous... Parce que ce que va dire le professeur Montagnier, c'est quelque chose qui va changer notre regard sur la vie. Je vais vous parler de la fondation en quelques mots. Cette fondation existe depuis une trentaine d'années et on s'est beaucoup intéressé à l'écologie, puis ça nous semblait être pas du tout suffisant. Et on a organisé des colloques sur un nouveau regard sur le vivant. Et je crois que ça représente bien les idéaux de la Fondation Denis Guichard. Un nouveau regard sur le vivant. Mais comment ce nouveau regard sur le vivant? Eh bien, déjà, avec tout ce qu'ont découvert au siècle dernier les physiciens, la physique quantique. Et puis, il y a tant d'autres nouveautés. Par exemple, un nouveau regard sur les médecines traditionnelles, parce qu'on pense qu'elles n'ont pas de valeur. Or, elles sont aussi utiles que les médecines, enfin pour moi, je dis pour la Fondation, aussi utiles que toutes les médecines sont nécessaires pour l'homme. Et alors pour nous, notre plus grand bonheur, c'est d'avoir pu faire venir le professeur Montagnier vous parler de la mémoire de l'eau, parce qu'à partir de cette mémoire de l'eau, c'est notre vision de l'univers qui va peut-être être changée. Alors je vous souhaite un beau voyage au centre de l'eau, dans sa mémoire, et où il n'y a pas de sirènes, mais il y a des merveilles. Voilà, merci. Merci, Éminence, Excellence, Mesdames, Messieurs. Avant de vous parler de l'eau, je vais vous parler de la Terre, de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons tous des problèmes de santé dans le monde entier. Et il faut que la médecine puisse résoudre ces problèmes. Bien sûr, elle n'est pas seule. Il y a des problèmes économiques, des problèmes culturels. Mais la santé du corps est importante. Et sans cette santé, rien ne peut se faire. Les hommes ne sont pas actifs. Et ce que je vais vous proposer, c'est peut-être pas une révolution, mais une évolution de cette médecine pour être plus, on peut dire, plus efficace et moins coûteuse en même temps. Et cette médecine peut se définir en 4 caractères. Elle doit être davantage de prévention, elle doit être davantage de prédiction des facteurs de risque, mais elle doit aussi être humaine en même temps. Elle doit bénéficier de tous les progrès de la recherche, dont certains, je vais vous en parler tout à l'heure, mais elle doit également être humaine, donc personnalisée. On ne traite pas des maladies, on traite des malades qui diffèrent de différentes façons. Et elle doit être participative, c'est-à-dire qu'elle doit faire appel aussi à la responsabilité des patients potentiels, nous tous. Nous faisons face, malgré tous les progrès de notre médecine, à des facteurs qui facilitent l'émergence ou la réémergence de nouvelles épidémies. Et ces facteurs, nous les voyons ici résumés: la globalisation des échanges et des voyages, la concentration démographique dans les grandes cités, plus de 50% de la population mondiale se concentre maintenant dans des villes, dans tous les continents, la nutrition, le fait que nous sommes exposés à une agriculture industrielle avec des pesticides, l'usage de l'eau est restreint souvent,
Il y a des facteurs de climat également. Le climat se réchauffe. Il y a une exposition qui n'a jamais été aussi forte dans le monde aux radiations électromagnétiques pour la communication. Il y a des contacts avec les animaux sauvages de plus en plus forts puisque leur espace se restreint. Ils contaminent des animaux de ferme qui nous contaminent également. Et enfin, de l'autre côté, on ne voit pas une augmentation des défenses immunitaires, mais plutôt un déclin. Et nous sommes peut-être moins résistants que nos ancêtres. Nous sommes tous issus, bien sûr, de la défense, du fait qu'un certain nombre de nos ancêtres ont résisté à toutes les épidémies, mais peut-être nous sommes peut-être moins capables de résister à des épidémies nouvelles. Et il y a aussi, bien sûr, les maladies chroniques, des maladies qui tuent également, souvent d'une façon imprévisible, mais qui fatiguent aussi, qui handicapent beaucoup de personnes, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, les maladies articulaires, les maladies auto-immunes. Elles sont toutes différentes, bien sûr, dans leurs facteurs causal. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est une notion très importante que même chacun de ces facteurs n'est pas très fort, leur addition peut causer une maladie. Et donc, ceci mène à la responsabilisation, bien sûr, des personnes, car certains de ces facteurs, comme vous le voyez, dépendent du comportement, le tabac, l'alcool, et l'exercice physique trop intense, le choix des nutritions parfois, mais pas forcément facile, et l'exposition aux parasites et aux agents infectieux, nous pouvons les réduire grâce au progrès de la médecine. Et je reviens donc sur ce facteur biochimique dont je parlais tout à l'heure, le stress oxydant, oxidative stress en anglais. Il provient d'un excès de molécules dérivées de l'oxygène, qu'on appelle des radicaux libres, parce qu'elles s'attaquent très facilement à d'autres molécules de notre corps, les lipides, les protéines et surtout l'ADN. L'oxydation des bases de l'ADN, dont notamment la guanine, entraîne des phénomènes de réparation et de mutation dans l'ADN. Et à mon avis, c'est la principale source des cancers et joue pour moi un rôle important également dans les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Donc c'est un facteur très important que les médecins souvent négligent parce que les données qui sont faites dans la littérature par l'utilisation d'antioxydants souvent ne confirment pas que ce stress est important. Mais il faut bien sûr des mesures précises de laboratoire pour le mesurer et d'autre part une utilisation rationnelle des antioxydants. Il faut savoir que ce stress oxydatif affaiblit lui-même le système immunitaire. En activant des facteurs de transcription des gènes, et notamment les gènes impliqués dans la division cellulaire et l'activation des cellules du système immunitaire, cette activation va être délétère à la longue, c'est-à-dire que cette suractivation va entraîner la mort des lymphocytes par apoptose et aussi un dysfonctionnement en ce sens que les réactions d'immunité humorale vont dominer par rapport aux réactions d'immunité cellulaire qui sont souvent notre première défense contre les agents infectieux. Alors, de l'autre côté, nous faisons face à des ennemis, des parasites. Nous sommes entourés de parasites, notamment des bactéries sur notre peau, sur nos muqueuses. Nous avons des milliards de bactéries qui sont là, qui sont relativement bien tolérées, sinon nous n'existerons pas. Mais ils sont tolérés à condition de ne pas traverser notre peau, nos muqueuses. Et il y a ici une vigilance de notre système immunitaire très importante. Il y a également, bien sûr, les virus qui jouent un rôle
aussi importants dans nos maladies et des parasites plus importants comme le parasite du paludisme et les parasites des vers des intestins. Alors, je voudrais focaliser surtout sur les bactéries, car là aussi, on néglige le fait que nous sommes entourés des bactéries, mais aussi qu'à l'intérieur même de notre corps, nous avons des milliards de bactéries dans notre intestin. Ces bactéries, qu'on appelle maintenant le microbiote, microflore, jouent un rôle très important dans la digestion et dans d'autres fonctions, donc elles sont utiles. Mais là aussi, elles sont utiles à condition de ne pas traverser la muqueuse intestinale, et il y a malheureusement des maladies qui sont liées à cette traversée. Parce qu'elles prennent des formes résistantes aux antibiotiques, elles prennent aussi des biofilms, qui sont une association collective de bactéries. Elles forment aussi des formes extrêmement petites que nous allons décrire tout à l'heure. Et enfin, elles vivent souvent en symbiose avec d'autres parasites. Alors donc, comment ces bactéries arrivent à persister pour donner des maladies chroniques? Eh bien, justement en changeant de forme, bien sûr, en étant invisibles au système immunitaire, en étant intracellulaires, vivant dans nos cellules, se cachant dans des sanctuaires comme la moelle osseuse, les articulations, l'intestin, le cerveau, ayant des vecteurs qui sont des parasites et ayant des effets indirects par des radiations électromagnétiques qu'elles émettent et aussi par l'émission de toxines. Alors pour détecter donc les bactéries et les virus dans les maladies chroniques, il y a à la fois une technique très connue déjà qu'on appelle la PCR et cette polymerase chain reaction, mais il faut quand même connaître au départ un début de la séquence du germe que l'on cherche. Mais par contre, nous avons maintenant une nouvelle technologie qui est la production d'ondes électromagnétiques de basse fréquence. Et ceci, comme l'a dit le docteur Milbert, est basé sur les travaux de mon collègue malheureusement disparu il y a 10 ans, Jacques Benveniste. Nous avons repris ces méthodes, mais à partir, non pas de molécules d'activité biologique, comme il avait fait, mais à partir d'une molécule bien connue, une structure chimique bien connue, qui est des structures de l'ADN, une séquence d'ADN. Dans la matière vivante, dans les êtres vivants, il n'y a pas seulement des mécanismes de reconnaissance entre molécules par un contact direct, mais à distance, par des ondes et par des phénomènes de résonance. Il ne faut pas oublier que l'univers n'est pas seulement fait de matière. Les physiciens nous disent c'est aussi un univers d'énergie, de radiation. Nous faisons bien sûr nous-mêmes, notre civilisation, le travail par les ondes de certaines hautes fréquences, par le téléphone, l'Internet. Nous sommes habitués. Mais nous ne sommes pas habitués à penser que ceci existe également dans la nature et que c'est utilisé depuis des milliards d'années par les êtres vivants. Alors le principe de mesure de ces ondes est simple. Donc ce que nous faisons, soit à la machine, soit automatiquement, c'est de dilution de 10 en 10 de la solution d'ADN au départ, qui est déjà diluée, et on s'aperçoit que si on excite ces tubes par des ondes de très basse fréquence, de l'ordre de 7 Hz jusqu'à 50-100 Hz, on obtient dans certains tubes une émission d'ondes électromagnétiques. C'est un phénomène de résonance parce que l'énergie qui est produite ne provient pas des tubes, elle provient de l'excitation par la fréquence extérieure. Alors cette fréquence extérieure, elle existe aussi, pas seulement au laboratoire, mais aussi dans la nature, car nous sommes continuellement exposés à des ondes de basse fréquence qu'on appelle les ondes de Schumann, qui tournent autour de la Terre, qui sont à la surface de la Terre et de la mer, et ces ondes ont des différentes fréquences, mais la première fréquence, la plus basse, est de 7,83 Hz.
Donc ce phénomène existe depuis l'origine de la vie sur Terre. Mais des expériences ultérieures ont montré qu'il y avait en plus de cette onde porteuse générale des modulations qui sont spécifiques de chaque ADN. Donc nous mesurons ce signal à la fois par les fréquences, le changement de fréquence, mais aussi par son intensité. Donc on peut mesurer, quantifier ce signal qui est proportionnel un peu à la quantité d'ADN émetteur, de structures résultant de cette émission. Alors ceci, on peut dire ce sont des faits. On ne peut pas discuter, on peut les discuter dans l'interprétation, mais tout le monde peut les reproduire, à condition de respecter nos conditions. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle est présente, est émise par, on peut dire, toutes les bactéries de notre environnement qui sont potentiellement pathogènes. C'est-à-dire que les bactéries, les bonnes bactéries, qui sont qu'on appelle probiotiques, par exemple dans l'intestin, n'émettent pas de signaux électromagnétiques dans nos conditions, et également les virus atténués qui sont utilisés dans les vaccins. Alors, comment expliquer? D'abord, donc, regardons un peu le spectre des bactéries qui émettent. Vous en voyez ici une liste, je ne vais pas détailler, mais vous voyez bien que les salmonelles, les protéus, les clostridium émettent ces signaux, et également les staphylocoques, les streptocoques, les pseudomonas. Et j'insiste simplement sur les deux derniers de la liste. Borrelia burgdorferi, qui est l'agent principal de la maladie de Lyme, une maladie aussi qui apprend des tours épidémiques à l'heure actuelle dans tous les pays, y compris en Afrique. Et également Suterella, qui est une bactérie qui est associée, d'origine intestinale, qui est associée à l'autisme, qui est présente chez la plupart dans le sang des enfants autistes. Et c'est bien sûr, c'est un sujet de controverse, mais je répète, les faits sont là, sont reproductibles. Une grande partie de ce travail a été déjà publiée, et c'est seulement, on peut dire, des interprétations physiques en détail de l'organisation de l'eau, des molécules d'eau, qui sont encore sujettes à recherche et à discussion. Donc les faits sont d'abord que c'est l'ADN qui émet ces signaux. Je n'exclus pas que d'autres molécules, bien sûr, puissent également émettre, mais ce que nous détectons par les moyens que nous avons, ce sont essentiellement donc des ondes produites par des dilutions d'ADN. Et ça, c'est le plus extraordinaire, c'est que ces structures et les signaux qu'elles émettent portent l'information spécifique de l'ADN, la séquence de l'ADN, donc une information génétique. Et ça, c'est évidemment très difficile à avaler pour beaucoup de biologistes, mais je répète, et je suis prêt, bien sûr, après cette présentation, à vous donner la parole, à répondre à vos questions. Ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont reproductibles. Et ceci, donc, remet en question beaucoup de notions en biologie. Et bien sûr, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est très, très difficile, en première vision, si vous voulez, de les comprendre et de les assimiler. Mais c'est une question simplement de temps. Je pense que le temps va nous donner progressivement raison et va transformer donc la biologie et en partie la médecine. Les travaux récents que nous avons faits avec un groupe de l'université de Kobe, notamment le docteur Tsenkova, indiquent que les dilutions qui émettent des signaux montrent des changements de structure spectrométrique, c'est-à-dire que le spectre dans l'infrarouge proche de l'eau est modifié dans uniquement les dilutions qui émettent des signaux. Et voici les premières expériences qui nous ont conduit à faire ceci. On prend donc une dilution d'ADN dans l'eau qui émet des signaux. Ces signaux sont présents autour du tube, ce sont des ondes. Et on met donc à côté, à quelques distances, un tube d'eau qui ne contient donc pas d'ADN ni des structures émises par cet ADN. Si on incube suffisamment longtemps ce tube à côté du tube émetteur, le tube récepteur va lui aussi vibrer
à des dilutions qui vont émettre des signaux. Et par la technique PCR, nous allons pouvoir reconstituer le morceau d'ADN, le même qui était là au départ. C'est une expérience que certains ont appelée télétransportation de l'ADN. Plus modestement, on peut dire que c'est une transmission à distance de l'information d'ADN, je répète, pour des morceaux assez courts. La deuxième partie, c'est l'expérience la plus difficile, mais nous l'avons répétée bien des fois, et d'autres laboratoires également. Elle consiste à détecter la séquence d'ADN dans le tube numéro 2 par PCR, c'est-à-dire que PCR va contenir la polymérase de l'ADN, les constituants pour synthétiser la molécule d'ADN, et on va s'apercevoir que le tube qui a reçu les ondes du tube numéro 1, du tube numéro 2, va également reconstituer à certaines dilutions l'ADN. Je vais maintenant vous parler d'une expérience encore plus révolutionnaire, si on peut dire, mais qui répète un peu la même chose, mais à distance. C'est-à-dire que, comme nous avons été critiqués en disant votre technique PCR qui est très sensible va détecter l'ADN qui circule dans votre laboratoire, c'est une contamination. Pour éviter ces critiques, nous avons fait appel à des laboratoires qui sont à distance du laboratoire émetteur et n'ont jamais reçu, n'ont jamais vu utiliser dans leur laboratoire l'ADN qu'on va essayer de reconstituer. Alors, donc, nous avons à gauche l'émission par le tube d'édition d'ADN, émission des ondes. Ces ondes sont enregistrées et numérisées donc par un ordinateur. Et ensuite, on envoie le signal par Internet au laboratoire récepteur. Et là, le signal va être retransmis en analogique et va alimenter une bobine qui va donc avoir un champ magnétique à son intérieur, modulé par les signaux reçus du tube du laboratoire émetteur. Et dans ce tube d'eau, on va faire réagir la PCR et on va reconstituer l'ADN de départ. Alors donc ceci a été fait d'abord dans notre laboratoire, à distance avec d'autres laboratoires extérieurs, en Californie, en Allemagne, en Italie, et a été répété donc plusieurs fois. Donc ceci a été fait avec l'ADN du virus du sida, mais également avec l'ADN de Borrelia, l'agent de la maladie de Lyme. Et la question se pose, dans la nature, à quoi peut servir cette émission de signaux par des agents pathogènes ou potentiellement pathogènes? Il faut bien voir que dans une infection, vous avez quelques bactéries pathogènes, mais qui rentrent dans un univers tout à fait hostile. Il y a les défenses immunitaires, bien sûr. Tout va se liguer pour empêcher leur multiplication. Donc, la bactérie va essayer de survivre et de s'amplifier le plus vite possible. Et donc, s'il y a vibration, émission dans l'eau de structures qui portent une information d'ADN, ces structures vont pouvoir peut-être agir à niveau d'autres cellules, notamment des cellules du système immunitaire, à droite, créer des protéines et rendre le système immunitaire tolérant à cette information. Donc, cet ADN va pénétrer dans les cellules. L'autre possibilité, qui n'est pas exclusive de la première, c'est que ces structures vont elles-mêmes induire un stress oxydant. Que ces structures qui viennent de l'eau vont créer aussi des molécules dérivées de l'eau et de l'oxygène de l'eau pour augmenter donc la quantité de radicaux libres. Et là aussi, on va atteindre une diminution du système immunitaire. Donc voilà, ça c'est le niveau, je répète, des hypothèses, mais il faut effectivement expliquer pourquoi c'est uniquement les bactéries pathogènes ou les virus pathogènes qui émettent ce type de signaux. C'est probablement donc une amplification de leur information, au moins d'une partie de leur information génétique.
Alors, je voulais maintenant terminer par la dernière partie de mon exposé en vous donnant quelques applications pour la médecine de ces découvertes. Il y a d'une part les cas d'urgence. Le fait, par exemple, que dans des opérations chirurgicales qui durent très longtemps, notamment les circulations extracorporelles pour les opérations du cœur, il y a modification de la muqueuse intestinale qui la rend perméable donc au passage de bactéries. Et on observe effectivement des signaux d'origine bactérienne à la fin de ces opérations. Donc ceci, évidemment, implique qu'on réagisse très vite par des traitements antibiotiques à ce passage de bactéries. Il s'agit de bactériémie, pas de septicémie, car bien sûr, ces passages sont faibles, mais ils peuvent causer des infections nosocomiales quelques jours après l'opération. Il y a également les applications à la sécurité des transfusions. Le sang, comme vous savez, est testé actuellement pour les agents connus, c'est-à-dire le virus du sida, les hépatites, et il y a certainement beaucoup d'agents inconnus, non identifiés, pour lesquels on n'a pas de test pour les détecter. Donc si on détecte des signaux dans le sang d'un donneur, il ne faudra pas utiliser ce sang, car très probablement il y a un agent bactérien ou viral inconnu qui est présent. La troisième application que je vois surtout maintenant, c'est l'application aux maladies chroniques, car notre exploration a montré que non seulement des maladies bactériennes virales connues émettent des signaux dans le plasma des patients, mais également des malades atteints de maladies qui ne sont pas connues pour être d'origine infectieuse. Et ceci nous fait penser que ce n'est pas seulement la séquence qui est impliquée dans l'émission des signaux, la séquence d'ADN, mais c'est également peut-être une modification de l'ADN liée au stress oxydant, par exemple une oxydation, qui va faire que les structures émises par cet ADN vont vibrer et contribuer donc à l'amplification du virus et de la bactérie chez les patients. Donc là, il y a une sorte de fenêtre qui s'ouvre, mais c'est une lueur pour l'instant, qui nous permet de penser qu'on pourra peut-être un jour éradiquer l'infection virale et arrêter donc le traitement par la trithérapie. Pour l'instant, ce sont des facteurs de risque que l'on peut détecter, donc à la fois par l'émission de signaux et par les PCR. Et voici un exemple d'utilisation de la technique des signaux pour suivre un traitement d'un enfant autiste. C'est un enfant de 4 ans qui avait des signaux de grande intensité dans son sang au départ. Il a été traité par l'azithromycine et on voit une baisse de l'intensité des signaux, en même temps une amélioration clinique de cet enfant. Elle n'est pas totale. Un deuxième traitement antibiotique permet de diminuer encore les signaux, mais pas de façon totale, et d'améliorer encore l'enfant. Donc on peut utiliser cette technologie de mesure des signaux pour suivre l'efficacité d'un traitement. Et ce que je viens de vous dire pour l'autisme, je pense, pourra s'appliquer par la suite à d'autres maladies dégénératives, comme les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer par exemple, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, où là aussi des signaux d'origine bactérienne ont été détectés dans le plasma des patients. Mais surtout, je voudrais signaler que tout ce travail n'était possible que par une collaboration avec des physiciens quantiques, qui nous ont aidés, qui nous aident toujours à expliquer ce que nous observons. Je voudrais donc remercier tous les collaborateurs et vous remercier également de votre attention. Merci. En fait, je suis musulman de naissance et j'ai vécu dans un pays qui est à majorité chrétienne, protestante, et les États-Unis pendant 11 ans. Donc je connais bien les différences religieuses, mais en même temps, je dis les complémentarités
avec la science et la religion. Il y a dans l'islam essentiellement la foi, qui est la première étape qu'on appelle iman, l'islam qui est la pratique de la religion, qui est principalement de 5 branches, c'est-à-dire que la shahada, qui est pour la personne de devenir musulman, qui fait sa profession de foi, de la croyance en un Dieu unique, on appelle en islam, qui croit aux prophètes, tous les prophètes, qui sont les mêmes prophètes dans le judaïsme et dans la religion chrétienne, et à l'addition de Mohammed, qui est le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux anges et aux livres révélés, que ce soit la Torah, l'évangile ou bien le Coran. Et la deuxième, c'est les prières canoniques, les 5 prières. Et l'importance de l'eau en islam, avant chaque prière, il faut faire la purification ou l'ablution. Donc il y a une pureté de l'eau qui efface tout ce qui est péché, tout ce qui est entrave, tout ce qui est microbe pour nous. C'est l'eau. Il y a aussi un troisième point, c'est la zakat, qui est la solidarité entre les musulmans, ceux qui sont plus démunis, donner à ceux qui sont plus démunis. La quatrième, c'est Ramadan, c'est l'élévation de l'état spirituel, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et le 5e pour tout musulman capable, c'est le pèlerinage à la Mecque. Et la troisième, qui est la perfection de la religion, c'est l'ihsan. L'ihsan, c'est la perfection de la religion. C'est là où les soufis entrent. Parce que moi, j'ai personnellement vécu l'expérience soufie, où si vous venez de l'approche de Cheikh Abdul Qadir Jilani, qui est un soufi du 10e, 11e siècle. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Le secret des secrets, ou bien Sirul Asrar, où il décrit le soufisme comme une étape où le disciple, qu'on appelle d'habitude mouride, ou qui veut aller vers Dieu et qui veut découvrir Dieu, commence par la repentance. C'est-à-dire, la repentance, il faut d'abord être purifié et se sentir coupable et demander pardon à Dieu et penser à tout ce qu'on a fait dans sa vie. Avec ces invocations, avec cette méditation, ce spiritualisme, on atteint une autre étape qui s'appelle Safa. Donc, Tawba, c'est la première étape, c'est la repentance. Safa, c'est là où on entre dans une phase où on voit l'univers comme les physiciens le voient. Donc, on a ce qu'on appelle le 6e sens où l'œil intérieur s'ouvre, et on a accès à des particules microbiologiques. On voit les bactéries avec l'œil du cœur. On voit ce qui est bénéfique dans l'air et ce qui n'est pas bénéfique, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les matières. Donc ce que les physiciens quantiques essaient de décrire, c'est visible. Donc on n'a plus besoin d'une explication pour qu'on nous dise ceci et cela. Parce que c'est un niveau de savoir qui est une sorte de sagesse où tout est évident. Tout est expliqué avec une intuition certaine. Donc, à partir de cette étape, on entre dans la wilaya. Wilaya, c'est l'amitié avec le Seigneur. On n'a plus de soucis, où on a dépassé l'étape de la culpabilité, on a dépassé l'étape de l'explication, et on commence à entrer dans la certitude de la foi. Et une fois cette étape dépassée, on entre dans le fana. Le fana, c'est un bonheur extrême
où quand l'individu est dans cette étape, il voit tout l'univers, il voit les étoiles, il voit la composition de tout l'univers. Et à partir de cette étape, on revient avec une certaine confiance. Là, moi, je ne saurais pas être d'accord avec une séparation de la foi et de la science. Parce que dans cette étape, on est sûr que celui qui a créé la foi, c'est lui qui a créé la science.